pour vous parler des nouveautés dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Alors, je vais principalement m'adosser à ce travail, ce papier, ce consensus d'experts qui a repris en effet les différents scores, les différentes modalités pour progresser dans ce diagnostic qui est relativement difficile, avec la notion de vraiment de séparer deux étapes, c'est-à-dire une étape où vous allez vous attendre à évaluer la fonction et la structure de votre cœur, et une deuxième étape en fonction du phénotype du patient, d'aller évaluer les pressions de remplissage. Alors si on regarde les critères diagnostiques, on vous en a parlé un petit peu, il y a des critères nord-américains et des critères européens. On voit qu'ils reprennent en effet des paramètres échocardiographiques, des paramètres de pression, mais également des paramètres fonctionnels, des paramètres des vélocités, le strain global a également été intégré, et puis des paramètres de remodelage morphologique, fonctionnel, à la fois de l'oreillette, mais également du ventricule gauche. Ce que vous voyez également, c'est qu'en filigrane, vous avez et vous devez prendre en compte la notion d'une fibrillation atriale qui va être présente dans près de 30% des cas de ces patients avec insuffisance cardiaque à feu préservé, et également probablement adaptée au niveau de BNP. Et donc ces scores vont vous donner une probabilité pré-test d'avoir une insuffisance cardiaque à feu préservé qui va être plus ou moins élevée. Et donc ces scores ont été validés, ils ont été validés par rapport à la mesure et à des mesures de KT d'élévation des pressions de remplissage, mais également ont été validés sur leur valeur pronostique. Alors après, ce qui semble intéressant, c'est de voir un petit peu ce qui se passe en vie réelle et au niveau des traitements. Et si on regarde les critères d'inclusion dans les essais cliniques, on voit bien sûr qu'il y a le BNP, et bien sûr il y a l'augmentation, le remodelage de l'oreillette gauche et éventuellement l'hypertrophie ventriculaire gauche. Après, si on regarde un petit peu en détail, on voit en fait que, notamment les derniers essais, vous voyez 10% d'hypertrophie ventriculaire gauche, des mesures d'oreillette qui sont quand même relativement variables. On retrouve le tiers de fibrillation atriale dans tous ces essais-là. Mais la problématique, c'est que c'est à partir de ces essais que vous allez avoir des recommandations, des traitements qui vont être proposés à vos patients. Et vos patients, vous savez qu'ils ont des phénotypes différents, ils ont des géométries différentes, des profils différents et également des pronostics qui vont être différents. Donc le premier point qui me semble relativement important, c'est déjà de s'arrêter 2 minutes sur la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Dès l'étude Paragon qui était négative, je vous rappelle, dans la FE préservée, on avait cette notion d'analyse en sous-groupe, fraction d'éjection inférieure à 57%, éventuellement un intérêt potentiel. Et les dernières études sur les SGLT2 vous montrent clairement que ces molécules sont efficaces quand la FE est entre 45 et 54. Elles semblent efficaces également quand la fraction d'éjection est supérieure à 55%. Et un peu moins clair si la fraction d'éjection est à plus de 65%. Ce qui pose la question de ces patients qui ont plus de 50% de fraction d'éjection, c'est de savoir un petit peu, probablement ils ont le même pronostic, mais vous voyez que les patients qui ont une fraction d'éjection entre 50 et 60%, si on regarde les facteurs pronostiques échocardiographiques qui vont discriminer cette population, vous voyez qu'entre 50 et 60%, c'est principalement le volume ventriculaire gauche qui va intervenir. Par contre, chez les patients qui ont plus de 60% de fraction d'éjection, il y a une valeur discriminative assez importante de l'oreillette et du E sur E'. Ce qui fait que le paradigme qu'on avait un petit peu avant de se dire tiens, on a une fraction d'éjection ventriculaire gauche normale et il y a probablement des patients qui ont un strain altéré et non altéré chez ces patients-là, va se switcher probablement sur la notion qu'il y a des patients qui ont une fraction d'éjection entre 50 et 60%, qui ont une insuffisance cardiaque, un remodelage qui est probablement plus important, un volume plus dilaté, plus de fibrose, comparativement à une population qui a une fraction d'éjection à plus de 60%, moins de fibrose et un profil hémodynamique qui va être probablement différent. Donc concernant cette fraction d'éjection ventriculaire gauche, qu'est-ce qu'il faut en retenir? C'est que déjà une FEVG c'est avant tout des volumes, que historiquement vous savez que les volumes ne doivent pas être dilatés dans l'insuffisance cardiaque à FE préservée. Il faut mesurer de façon précise la fraction d'éjection, on n'est pas au pourcentage près, mais un patient qui a 52% de fraction d'éjection, c'est sûrement pas le même que celui qui a 63% de fraction d'éjection, et qu'il faut adapter probablement ces seuils de fraction d'éjection en fonction du genre, et puis également en fonction de l'évolution au cours du temps. Alors, indépendamment des traitements que vous allez pouvoir proposer à vos patients, il y a probablement un certain nombre de cibles thérapeutiques que je voudrais aborder avec vous, puisque près de 12% vont être porteurs d'une amylose, près de la moitié vont avoir une cardiopathie atriale, un certain nombre vont avoir une fuite mitrale et également une congestion résiduelle. Et on parlera également un petit peu de la prédiction des patients et du risque évolutif vers l'insuffisance cardiaque à feu préservé. Alors tout d'abord, un mot du remodelage. Alors il a été intégré dans les dernières recommandations avec la notion
importante de combiner à la fois la notion de masse ventriculaire gauche, mais également de remodelage, vous voyez, ventriculaire gauche, évalué par ce qu'on appelle la relative wall thickness, donc cette épaisseur pariétale relative comme critère majeur diagnostique, et qu'il va falloir mesurer bien sûr sur une coupe parasternale gauche avec des mesures habituelles de DTM, mais surtout s'acharner à avoir des mesures de précision, éventuellement céder des outils de mesure automatiques, et surtout regarder l'épaisseur pariétale maximale, mais également regarder la paroi postérieure, regarder cette relative wall thickness pour essayer de classer votre patient, puisqu'on sait qu'en fonction de la géométrie ventriculaire gauche, il va falloir éventuellement intensifier le traitement et que ces patients, ce groupe de patients qui aura l'hypertrophie ventriculaire gauche la plus sévère et l'épaisseur pariétale relative la plus importante, va être probablement à appartenir aux patients et au groupe de patients qui aura potentiellement une amylose à transthyrétine et que chez ces patients-là, vous le reverrez ce matin, mais il faut utiliser bien sûr les red flags habituels, mais il faut également appliquer des scores. Alors il y a des scores qui ont été proposés dans la population tout venant, mais il y a également des scores qui ont été proposés dans des populations spécifiques d'insuffisance cardiaque à FE préservée. Et vous voyez que vous avez cette relative wall thickness qui ressort en parallèle des paramètres de déformation qui sont plus altérés et de cet aspect d'apical sparing. Alors quand on parle du remodelage ventriculaire gauche, on est obligé également de parler des paramètres de déformation et également de stroke volume. Vous savez que le volume d'éjection et cette notion de bas débit paradoxal que vous avez dans le rétrécissement aortique, vous allez le retrouver également chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque à FE préservée. Vous avez cette valeur de strain globale qui est importante, avec ce cutoff de 16% qui a été proposé comme critère mineur diagnostique. Mais indépendamment de cette valeur globale, il est important de regarder également la distribution de l'altération de votre déformation et éventuellement ratio base-apex pour tout ce qui est infiltration ventriculaire gauche. Alors, on ne peut pas parler de remodelage sans parler du remodelage de l'oreillette. On en a parlé énormément pendant ce congrès. On peut la mesurer avec différents outils, avec le volume de l'oreillette gauche qui reste le paramètre de référence en bidimensionnel avec ses cutoffs critères majeurs 34 ml par mètre carré, critères mineurs entre 29 et 34, notamment dans l'indexation chez les patients obèses, avec probablement une valeur additionnelle, on vous l'a déjà démontré, du volume télédiastolique, mais également du strain de l'oreillette gauche. Et vous voyez ce strain de l'oreillette gauche qui va progressivement baisser au fur et à mesure que vous allez avoir un remodelage de l'oreillette et une aggravation de votre dysfonction diastolique, ce qui en fait sur les différentes études comparatives, notamment à des études de KT, qui ont montré une valeur qui a probablement des limites, mais qui a une valeur additionnelle comparativement au score pour aller l'intégrer dans votre algorithme diagnostique. On vous l'a déjà montré, mais à partir du moment où vous avez une discordance sur vos critères habituels, d'aller proposer la mesure de ces paramètres de déformation et éventuellement associer d'autres paramètres. On vous en a déjà parlé sur les pressions de remplissage. Alors dans un certain nombre de cas, c'est impossible, ça ne suffit pas. Et là, je fais un rappel quand même qu'il est important d'associer la précharge et la congestion pour évaluer, éventuellement monitorer vos patients, évaluer la congestion résiduelle et donc aller mesurer les lignes B. Vous voyez ici la valeur additionnelle. Et donc maintenant, on a un niveau de preuve qui est relativement suffisant, que ça soit chez vos patients ambulatoire, chez vos patients admis pour insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée ou altérée, mais également avant la sortie du patient pour évaluer cette congestion et optimiser ces patients parce qu'à partir du moment où vous allez avoir des lignes B, vous allez avoir un risque et un surrisque de survenue et de récidive d'événements qui va être beaucoup plus important. Alors dans un certain nombre de cas, on va pas comprendre, le patient va revenir, il va avoir l'absence de fuite ou une fuite qui peut apparaître. Et donc cette fuite mitrale atriale, on vous en a également parlé, c'est cette fuite mitrale atriale fonctionnelle avec des déterminants qui sont principalement la fibrillation atriale, la dilatation de l'anneau mitral, la dilatation de l'oreillette gauche avec cette fuite, vous voyez, centrale avec un tenting de la grande valve mitrale qui va intégrer cette fuite mitrale dans votre raisonnement sur la prise en charge de vos patients. Pourquoi ? Parce que vous voyez que sur cette étude de suivi, à partir du moment où vous avez même une fuite mitrale non sévère à la sortie, le pronostic de ces patients va être beaucoup plus péjoratif. Donc il faut à tout prix chez vos patients avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée
quantifier cette fuite, regarder le timing, est-ce qu'elle persiste à la sortie, évaluer éventuellement le caractère dynamique et récurrent, et puis optimiser la thérapeutique, centrée sur la sévérité de cette fuite mitrale, avec bien sûr éventuellement évaluer l'impact du contrôle du rythme et de restaurer un rythme sinusal qui va faire régresser votre fuite et le pourcentage de fuite mitrale, et éventuellement discuter, même si on n'a pas encore assez de recul, une intervention sur ces fuites mitrales pour améliorer le pronostic fonctionnel de ces patients. Alors, pour finir, quelques diapos sur des cas peut-être que vous pouvez rencontrer de façon plus fréquente. Vous avez ici, vous voyez, un patient de 67 ans, en surpoids, essoufflé, hypertendu. Donc, vous voyez les paramètres que vous avez obtenus. Et à droite, ce patient de 76 ans, un peu moins en surpoids, mais également essoufflé, avec antécédent d'insuffisance cardiaque. Donc, à droite, on n'a pas trop de soucis. On sait que ce patient a une insuffisance cardiaque. On sait qu'il a priori, il a des pressions de remplissage élevées et il est en stade C, il n'y a pas trop de soucis. La problématique, c'est ce patient à gauche, c'est de savoir déjà, est-ce qu'il est en stade A, est-ce qu'il est en stade B, première question. Est-ce que ses pressions de remplissage, elles sont élevées, est-ce qu'il a une dysfonction diastolique, et puis également, est-ce qu'il est à risque d'évoluer vers un stade C. Alors pour la première question, Patricio vous l'a bien montré, il y a un intérêt chez ce patient-là probablement de faire une écho d'effort, on lui a fait un strain. Il y a une bonne réserve diastolique, il y a un E sur E' qui ne s'élève pas à l'effort, donc il n'y a a priori donc pas d'insuffisance cardiaque à FE préservée chez ce patient-là. Par contre, il va falloir répondre à la question, est-ce qu'il risque d'évoluer vers une insuffisance cardiaque à FE préservée? Et ça, on l'avait montré, la problématique avec la simplification des algorithmes que vous avez depuis un certain nombre d'années, la sensibilité des cardiologues pour dire que son patient a une dysfonction diastolique ou pas, a chuté dramatiquement, comme vous voyez, et ceci même chez les patients à plus de 60 ans. Et ce qui pose la problématique du phénotypage d'imagerie de ces patients dits en stade A ou en stade B, avec une hypertrophie ventriculaire gauche, et éventuellement essoufflés, mais sans critères d'insuffisance cardiaque. Et des études IRM ont bien montré qu'il y a probablement, ces patients ont de la fibrose myocardique, ont une atteinte interstitielle, avec un risque d'évoluer à un stade C, et un risque d'événement cardiovasculaire qui est vraiment non négligeable. Et donc il y a vraiment la nécessité de mieux stratifier ces patients-là. Et on a eu, il y a des travaux, et notamment on avait évalué l'intérêt potentiel sur des cohortes donc sans symptomatologie d'insuffisance cardiaque, d'aller appliquer des algorithmes simples, comme vous voyez ici, aller rechercher une anomalie de la relaxation, et à partir du moment où vous avez une anomalie de la relaxation, aller regarder le remodelage ventriculaire gauche. Est-ce que votre VG est dilaté? Est-ce que votre VG est hypertrophié? Est-ce que vous avez un patient qui a une dysfonction diastolique isolée? Ou alors, est-ce qu'il a une dysfonction diastolique avec des critères de remodelage? Et vous voyez qu'avec cet algorithme relativement simple, vous arrivez à prédire de façon relativement satisfaisante le risque de survenue d'événements cardiovasculaires à 10 ans. Donc voilà, pour conclure, ma diapo pour les messages à retenir sera probablement qu'une FE préservée reste une fraction d'éjection supérieure à 50%. Mais qu'il va falloir probablement regarder les profils, notamment les profils répondeurs dans les derniers grands essais. On n'a pas encore toutes les données sur le remodelage et le sexe. Ça sera sûrement très intéressant car un patient qui a plus de 60% de fraction d'éjection n'est probablement pas le même profil que les patients entre 50 et 60. Il faut probablement intégrer le remodelage et la géométrie. Je vous ai montré que c'était important, notamment pour ne pas passer à côté d'une amylose cardiaque, mais ça a probablement également une valeur très importante pour prédire le pronostic et stratifier vos patients. Et puis, bien sûr, il faut appliquer les algorithmes. Vous avez pas mal d'algorithmes. Vous avez des algorithmes spécifiques sur des insuffisants cardiologues, des échocardiographistes. Il faut avoir une analyse critique des seuils, intégrer la congestion, le cœur droit, je n'ai pas eu le temps d'en parler, et probablement associer les paramètres de déformation. Et enfin, la fuite mitrale semble quand même un critère qui est relativement important, même si elle n'est pas sévère, comme marqueur de risque et vraiment comme cible thérapeutique pour essayer de la réduire au maximum. Voilà, je vous remercie de votre attention.